Targovishte, la campagne d'un génie militaire. En 1462, l'Empire ottoman marcha vers le nord avec une armée de près de 100 000 soldats. L'objectif était simple. Écraser une petite principauté défendue par à peine 10 000 hommes et la soumettre à nouveau à la domination ottomane. Selon toutes les attentes, cela devait être une campagne rapide et à sens unique. Il n'en fut rien cependant, car un esprit militaire transforma la marche ottomane pleine d'orgueil et de confiance en deux mots, peur. Les raids éclataient encore et encore, pour disparaître avant que l'armée n'ait le temps de réagir. Des hommes disparaissaient. Le sommeil devint dangereux. Et des histoires commencèrent à se répandre. Des histoires que les soldats ottomans garderaient en mémoire pour le restant de leurs jours. Ce qui avait commencé comme une avancée puissante et imparable se transforma lentement en une marche pleine d'hésitation, épuisée, affamée et effrayée. Ce n'était pas une guerre décidée par les chiffres. C'était une guerre psychologique. Et ses échos allaient perdurer pendant des siècles. En 1462, l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est n'est plus une question. L'Empire ottoman semble imparable. Constantinople est tombée il y a moins de 10 ans. La ville qui définissait autrefois le monde chrétien est désormais l'Istanbul ottomane. Le sultan Mehmed II est jeune, brillant, impitoyable et convaincu que l'histoire ne va que dans une seule direction, en avant sous sa domination. De la mer Égée aux Balkans, la résistance s'effondre l'une après l'autre. Les royaumes plient, les princes négocient et le tribut coule vers le sud. Le Danube ne devient pas une barrière, mais une ligne frontière, une ligne qui n'existe que parce que le sultan le permet. La Valachie ne survit que grâce à cette permission. C'est une petite principauté pauvre au nord du Danube, coincée entre des grandes puissances et des voisins hostiles. Ses dirigeants ne gagnent pas de guerre. Ils y survivent. Ils paient tribut aux Ottomans, envoient des otages à Istanbul et gouvernent avec prudence, constamment conscients qu'une seule erreur peut effacer leur lignée de l'histoire. Pendant des décennies, ce système fonctionne, jusqu'à ce que Vlad III monte sur le trône. Vlad ne perçoit pas le tribut comme un outil de survie. Il y voit une lente capitulation. Il a été élevé dans l'ombre de la cour ottomane. Il comprend leur puissance, leur discipline et leur méthode. Et il comprend tout aussi clairement autre chose. La Valachie ne sera jamais en sécurité tant qu'elle n'existera que par la grâce et la patience d'un autre dirigeant. C'est pourquoi Vlad enfreint les règles. Il refuse d'envoyer le tribut à temps. Il cesse de fournir des otages. Il attaque les forteresses ottomanes au sud du Danube. Ce sont des raids qui n'ont pas pour but de conquérir des territoires, mais d'envoyer un message clair. La Valachie n'est plus obéissante. Pour Mehmed II, ce n'est pas seulement une rébellion. C'est une démonstration publique de défi. Permettre à un prince insignifiant de remettre en question l'autorité ottomane signifierait provoquer le chaos le long des frontières. D'autres dirigeants commenceraient à hésiter. D'autres frontières se fortifieraient. L'illusion de l'inévitabilité, la plus grande arme de l'Empire, se fissurerait. C'est pourquoi Mehmed choisit la guerre. Ce n'est cependant pas une réaction précipitée. C'est une démonstration de force. L'armée ottomane est rassemblée avec une ampleur réfléchie. Infanterie, cavalerie, ingénieurs, artillerie. Une armée conçue non seulement pour vaincre Vlad, mais pour faire de lui un exemple dissuasif. Les canons sont prêts à raser les forteresses. Les trains de ravitaillement sont organisés pour soutenir une marche profonde vers le nord. Les ordres sont clairs. Éliminer Vlad. Installer un dirigeant loyal. Restaurer l'ancien système. C'est ainsi que les empires résolvent les problèmes. Du point de vue de Mehmed, le résultat est déjà décidé. La Valachie n'a pas la main-d'œuvre pour résister. Elle n'a pas la richesse pour soutenir une longue guerre. Et elle n'a certainement pas la force d'affronter la pleine puissance de l'État ottoman en bataille ouverte. On s'attend à ce que la campagne soit courte, décisive et presque routinière. Ce que Mehmed ne calcule pas pleinement, c'est le genre de guerre que Vlad prépare. Car Vlad n'a pas l'intention d'affronter l'armée ottomane à armes égales. Il prépare quelque chose de tout à fait différent. Alors que l'armée ottomane avance vers le nord, Vlad comprend une chose très clairement. Il ne peut pas les affronter directement, pas même une fois. La force avançant en Valachie n'est pas seulement plus grande. Elle est construite pour la guerre ouverte. Des dizaines de milliers de soldats. Une cavalerie lourde destinée à écraser les formations. Une infanterie d'élite qui tient ses positions même sous pression. Des canons capables d'abattre des murs. Des ingénieurs qui savent démonter des villes pièce par pièce.
Si Vlad rassemble ses hommes sur un champ, le résultat sera simple. Ils seront encerclés. L'artillerie sera avancée. Et la Valachie disparaîtra en un seul après-midi. Même se cacher derrière des murs n'offre pas de véritable sécurité. Mehmed II a déjà conquis Constantinople elle-même. Les villes et forteresses au nord du Danube ne l'arrêteront pas. Vlad accepte donc une vérité douloureuse. Il ne peut pas gagner par la force. Il ne peut pas gagner par le nombre. Il ne peut survivre qu'en refusant de combattre de la manière dont les Ottomans sont préparés. Cette décision façonne tout ce qu'il fera ensuite. Des semaines avant l'arrivée des principales colonnes ottomanes, Vlad commence à changer le pays qu'elles doivent traverser. Il étudie les routes qu'une armée de cette taille doit utiliser. Des chemins assez larges pour les chariots, des passages de rivières assez solides pour l'artillerie, des sentiers qui évitent les marais et les forêts denses. Ensuite, il nettoie ces routes. Les villages le long de celles-ci sont délibérément évacués. Les familles reçoivent l'ordre de partir à temps, non pas dans la panique, mais de manière organisée. Elles emportent ce qu'elles peuvent porter. Tout le reste est emporté ou détruit. Le grain est emmené vers le nord ou brûlé sur place. Le bétail est emmené sous escorte armée. Les moulins sont brisés pour qu'il soit impossible de moudre de la farine. Il ne reste rien qui puisse nourrir une armée de dimensions impériales. Les puits sont traités en dernier. Certains sont légèrement empoisonnés. D'autres sont comblés de terre ou de carcasses d'animaux. Un soldat qui voit un animal mort dans un puits ne boira pas, peu importe sa soif. Les ponts sont endommagés, mais pas totalement détruits. Les lourds chariots et les canons doivent passer lentement, un par un. Chaque passage force la colonne à s'arrêter, se regrouper et attendre. Et une armée qui attend se fatigue. Une armée fatiguée devient imprudente. Simultanément, Vlad divise ses propres forces. Il n'y aura pas d'armée valaque unifiée se tenant ensemble. Au lieu de cela, il divise ses hommes en petits groupes montés, dont chacun a rarement plus de quelques dizaines de cavaliers. Chaque groupe opère sur un terrain qu'il connaît depuis l'enfance. Dans les forêts où le son ne porte pas loin. Dans les collines qui cachent le mouvement. Dans les marais qui semblent fermes jusqu'à ce que l'on s'y enfonce sous le poids. Leurs ordres ne sont pas héroïques. Ils sont pratiques. Ils ne doivent pas tenir de position. Ils ne doivent pas courir après la victoire. Ils ne doivent pas chercher de grandes batailles. Ils ne doivent frapper que lorsque la retraite est sûre. Les éclaireurs ottomans avançant devant l'armée sont pris en embuscade et tués. Les messagers envoyés entre les unités n'arrivent jamais. De petits détachements envoyés pour le fourrage disparaissent sans laisser de traces. La nuit, des chariots de ravitaillement brûlent. Pas tous à la fois, pas par vagues dramatiques. Un ici, un autre là. Juste assez pour que l'armée ne se sente jamais en sécurité. Ces attaques sont rapides et brutales. Une patrouille entre sur un étroit chemin forestier. Des flèches tombent des deux côtés. Les chevaux hennissent. Le combat dure des secondes. Avant que les renforts n'arrivent, les attaquants sont partis. Un groupe cherchant de la nourriture se disperse dans un champ. Des cavaliers apparaissent derrière une crête basse. Des lames brillent. 2 hommes sont capturés vivants. Le reste s'enfuit. Les Ottomans voient rarement leur ennemi clairement. Ils ne voient que des cadavres, de la fumée et une terre vide. Au fil des jours, l'épuisement physique augmente. Les soldats marchent par des itinéraires plus longs car les chemins connus ne sont pas sûrs. Ils dorment en armure car les attaques viennent la nuit. La nourriture devient rare. Il est difficile de faire confiance à l'eau claire. Les pieds sont couverts d'ampoules. Les chevaux faiblissent. Les blessures suppurent. La discipline se durcit. Les gardes sont punis plus sévèrement. L'ordre est imposé par la peur. Et la peur se propage. Vlad comprend cependant que l'épuisement seul ne brisera pas une telle armée. Il faut quelque chose d'autre. Et ainsi, des histoires commencent à se répandre devant les colonnes ottomanes. Ce ne sont pas des menaces criées depuis les remparts. Ce ne sont pas des avertissements officiels, mais des histoires transmises par ceux qui ont survécu. Lorsque les patrouilles sont attaquées, tout le monde n'est pas tué. 1 ou 2 hommes sont toujours autorisés à s'échapper. Ils reviennent secoués, silencieux et répètent les mêmes détails. Ils disent qu'on ne les a pas combattus, mais qu'on les a chassés. Ils disent que les prisonniers ont été pris vivants. Ils disent que la punition n'est pas venue rapidement. Ils décrivent des hommes forcés d'attendre. Des hommes qui ont réalisé ce qui allait se passer bien avant que cela n'arrive. Ils parlent de corps disposés le long des routes et des carrefours, érigés et visibles,
soigneusement arrangés pour que personne ne puisse les éviter. Personne ne sait quelle part de vérité il y a là-dedans. Cette incertitude est précisément le but. Un soldat qui croit que la capture signifie la mort peut encore se battre. Un soldat qui croit que la capture signifie quelque chose de pire commence à l'imaginer. Cette imagination l'accompagne partout. Quand il monte la garde la nuit, quand il boit au puits, quand il traîne derrière pendant la marche, la peur ne crie pas, la peur chuchote. Alors que l'armée ottomane avance plus profondément en Valachie, la terre n'offre rien. L'ennemi refuse de se tenir debout et de se battre. Et les conséquences de l'échec semblent vagues, lointaines et terrifiantes. Et Vlad ne cesse d'observer. Ses éclaireurs commencent à étudier les camps ottomans dès qu'ils sont montés. Ils apprennent la relève des gardes. Ils notent quelles unités relâchent leur vigilance en premier après de longues marches. Ils voient où la confiance remplace la prudence. Vlad ne planifie pas une bataille. Il attend un moment. Une nuit où l'épuisement, la routine et la peur se rencontreront en un seul instant. Car lorsque la certitude disparaît, même l'armée la plus forte devient vulnérable. Et ce moment approche. Après des jours de marche accompagnés de harcèlement constant et d'épuisement, l'armée ottomane s'arrête enfin. Les hommes sont fatigués, les chevaux décharnés, le moral au plus bas. L'ordre de monter le camp arrive. Des tentes s'élèvent sur la plaine en longues rangées disciplinées, des feux sont allumés, de la nourriture est cuisinée, les armures sont desserrées. Pour la première fois depuis de nombreux jours, les soldats croient pouvoir dormir sans se réveiller aux cris. Du point de vue ottoman, cette pause a du sens. Le paysage devant eux semble plus calme. Les attaques se sont raréfiées. Il semble que la Valachie soit à bout de force. L'armée est profondément en territoire ennemi, mais rien ne se dresse ouvertement sur son chemin. C'est exactement le moment que Vlad attendait. Il n'attaque pas quand les Ottomans sont sur le qui-vive. Il n'attaque pas quand la peur est fraîche. Il attaque quand la fatigue émousse l'instinct. Vlad a observé ce camp bien avant qu'il ne soit monté. Ses éclaireurs suivent le mouvement de l'armée heure par heure. Ils savent quelles unités arrivent en premier, lesquelles en dernier, quels gardes prennent leur devoir au sérieux et lesquels supposent que la taille même de l'armée assure la sécurité. Il étudie la disposition du camp une fois formé, où les anneaux extérieurs faiblissent, où les feux se regroupent trop près les uns des autres, où les tentes de commandement se tiennent légèrement à l'écart, protégés plus par la réputation que par la préparation. Plus important encore, Vlad attend la routine. La première nuit, les soldats sont prudents. La deuxième nuit, ils se détendent. La troisième nuit, ils croient comprendre le danger. C'est la nuit que Vlad choisit. Le plan n'est pas communiqué à beaucoup d'hommes. Ce n'est pas nécessaire. Chaque groupe connaît son rôle, son itinéraire, son moment. Si la communication échoue, l'attaque continue quand même. C'est délibéré, car crier des ordres à l'intérieur d'un camp ennemi signifierait la mort. Peu après minuit, les Valaques se mettent en mouvement. Ils approchent sans torche, sans bruit, chevauchant assez lentement pour ne pas attirer l'attention. Ils portent des vêtements ottomans capturés lors de raids précédents, pas des déguisements destinés à tromper lors d'une inspection rapprochée, mais suffisants pour passer de loin dans l'obscurité parmi des hommes fatigués. Les premiers gardes voient le mouvement et hésitent. Trop de soldats se déplacent la nuit pour que chaque ombre soit arrêtée. Le camp est vaste. La confiance remplace la prudence. Les cavaliers traversent l'anneau extérieur. À l'intérieur, le camp semble vivant, mais pas vigilant. Les feux s'éteignent. Les gardes sont assis au lieu d'être debout. Certains hommes dorment avec leurs armes à leur côté. D'autres les ont posées juste hors de portée. Les hommes de Vlad n'attaquent pas encore. Ils avancent plus profondément. Plus près du centre, où la densité des tentes augmente. Là où repose le cœur de l'armée. Chaque pas est maintenant risqué. Chaque son semble trop fort. Un seul cri pourrait faire échouer tout le plan. Puis le silence est soudainement rompu. Pas par des corps, pas par un cri de guerre, mais par le feu. Des torches ont décrit un arc dans l'obscurité et sont tombées sur la toile. Les flammes se sont immédiatement embrasées, alimentées par le tissu sec et l'huile. Au même moment, les chevaux sont coupés de leurs attaches. Pris de panique, ils s'enfuient, s'orientent à travers les cordes et les tentes et piétinant les hommes encore à moitié éveillés. Le camp explose dans le chaos. Les soldats se réveillent, étouffent dans la fumée et tâtonnent pour des armes qu'ils ne trouvent pas. Les officiers crient des ordres qui se heurtent à d'autres ordres. Les unités se percutent, incertaines de qui attaque et d'où. Des ombres bougent partout. Et dans ce chaos,
Vlad s'élance vers l'avant. C'est la phase la plus dangereuse de toute la campagne. Si les Valaques hésitent, ils meurent. S'ils ralentissent, ils seront encerclés. Ils poussent vers la zone de commandement, se frayant un chemin à travers des gardes isolés, attaquant rapidement et avançant. Le but n'est pas de tuer tout le monde. Le but est d'atteindre le centre, où la présence du sultan concentre la protection. Plus il se rapproche, plus la résistance est forte. Les gardes d'élite ottomans forment des lignes de défense. L'acier heurte l'acier dans des espaces étroits. Il n'y a pas de place pour un large coup. Les lames grincent sur les boucliers. Des hommes tombent sous les sabots. La lueur du feu scintille sur des visages tordus par la confusion et la colère. Pendant de longues minutes, personne ne sait quel camp gagne. Vlad pousse quand même vers l'avant. Il ne cherche pas à l'aveuglette. Il sait où il va. Il a mémorisé la structure du camp, l'emplacement des tentes de commandement et les schémas de protection. Chaque battement de cœur compte. Chaque retard diminue les chances de survie. Quelque part devant eux, le sultan est maintenant réveillé. L'illusion de sécurité a disparu. Des ordres sont criés. Le noyau ottoman commence à se stabiliser. L'opportunité se ferme. Et Vlad le sait. Cette attaque n'a jamais été censée durer jusqu'à l'aube. Elle devait prouver quelque chose. Et alors que le combat atteint son point le plus viol, Vlad prépare l'ordre qui décidera si cette nuit deviendra une légende ou une ruine. La capitale est toujours devant eux et la guerre est loin d'être terminée. Le combat ne se termine pas proprement. Il se désagrège. À l'intérieur du camp ottoman, le chaos commence à changer de forme. Les feux brûlent toujours, mais les gardes forment des lignes. Les ordres ne sont plus criés au hasard. Les tambours battent par courtes rafales sèches, rappelant les hommes à l'ordre. Les corps d'armée ottomans se réveillent. Vlad sent le changement avant de le voir. C'est le moment où chaque raid vit ou meurt. Restez trop longtemps et le courage se transforme en encerclement. Retirez-vous trop tôt et l'attaque perd son sens. Vlad attend juste ce qu'il faut, puis donne le signal. Il ne vient pas comme un cri. Il vient comme un mouvement. Deux petits groupes se séparent, se glissent dans l'obscurité et rompent le contact avant que la poursuite ne puisse se former. Certains Valaques se retirent proprement. D'autres doivent se frayer un chemin. Dans les ruelles étroites entre les tentes, les lames s'entrechoquent à bout de bras. Les chevaux hennissent lorsqu'ils sont touchés ou poussés violemment à travers la lueur des feux. Les hommes trébuchent sur les corps. Les cordes tombent sur les piquets. La fumée aveugle. Les étincelles brûlent la peau. Les Ottomans poursuivent, mais pas aveuglément. Ils ont appris. Les unités d'élite poussent en avant en groupes serrés, coupant les voies de retraite et forçant les Valaques à se disperser encore plus. Ce qui a commencé comme une retraite organisée devient un test d'instinct et de nerfs. Il ne s'agit plus d'atteindre le sultan. Il s'agit de survivre à la nuit. Vlad chevauche avec la dernière vague. Il reste assez longtemps pour être vu. Assez longtemps pour détourner l'attention des hommes qui s'échappent ailleurs. Il comprend la valeur de la présence, la valeur d'être une menace à laquelle il faut répondre. Puis, au bord du camp, il fait demi-tour. L'obscurité derrière lui l'engloutit. Avant que la cavalerie ottomane n'atteigne le périmètre extérieur, les attaquants sont partis, dissous dans la forêt, le marais et le terrain accidenté, où la poursuite signifie la perte de la formation et de la vie. À l'intérieur du camp, la nuit s'éternise. Les feux sont éteints. Les blessés crient jusqu'à ce qu'ils soient réduits au silence. Les officiers recomptent les unités et découvrent des vides qui ne seront plus jamais comblés. Le sol est jonché d'armes jetées dans la panique. D'armures coupées pour courir plus vite. L'armée est toujours intacte, mais elle n'est plus entière. Lorsque le ciel oriental commence enfin à pâlir, l'ampleur des dégâts devient claire. Pas seulement en chiffres, mais dans ce que ces chiffres signifient. Des hommes ont été tués là où ils dormaient. Des gardes sont morts sans donner l'alarme. Le cœur du camp a été atteint, frappé, profané. Mehmed II se tient parmi ses officiers et écoute. Il n'explose pas de colère. Il ne crie pas. Il comprend exactement ce que cette nuit devait provoquer. Ce n'était pas une tentative de détruire son armée. C'était un avertissement. Vlad a montré qu'aucune distance n'est sûre. Aucune formation n'est intouchable. Aucun dirigeant n'est hors de portée. Lorsque le soleil se lève, Mehmed ordonne de continuer la marche. Quelque chose de fondamental a cependant changé. L'armée avancera. Pourtant,
Chaque homme sait maintenant que l'obscurité appartient à la Valachie. Et Targovishte est toujours devant eux. L'armée se remet en mouvement aux premières lueurs. Les ordres sont exécutés. Les lignes se forment. La discipline tient. De l'extérieur, l'armée ottomane semble toujours imparable. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Les hommes parlent moins. Les feux sont surveillés au lieu d'être crus. Les gardes ne s'assoient plus. Ils se tiennent debout. Les yeux fixés sur les bords sombres du paysage. Même à la lumière du jour, personne ne rit. La route vers Targovishte est maintenant courte. Trop courte pour offrir la paix. Alors que l'armée avance, il n'y a plus d'attaques, plus de flèches, plus de cavaliers au loin. La terre n'offre rien. Ni résistance, ni capitulation. Elle semble délibérément vidée. Et ce vide pèse sur l'esprit. Lorsque les premiers éclaireurs ottomans atteignent les faubourgs de la capitale, ils ralentissent leurs chevaux. Ce qu'ils voient devant eux n'a pas de sens au début. Mais ensuite, cela commence. Au-delà de la route, à travers les champs menant à Targovishte, la terre n'est plus vide. Des pieux en bois sortent de terre. D'abord des centaines, puis des milliers. Et sur chacun d'eux, il y a un corps. Ils sont disposés délibérément, pas jetés ensemble, pas cachés. Ils se tiennent en longues rangées ordonnées face à la route que l'armée ottomane doit emprunter. Certains portent une armure. Certains des vêtements simples. Certains sont manifestement des soldats. D'autres non. Beaucoup sont morts depuis des jours. Leurs corps sont sombres et raides. D'autres sont là depuis si peu de temps que la forme de leur souffrance est indubitable. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est une exposition. L'avant-garde s'arrête. La nouvelle se propage dans les rangs vers l'arrière plus vite que n'importe quel ordre. Les soldats ralentissent, puis s'arrêtent. Les chevaux s'effraient de l'odeur. Même les officiers ont du mal à trouver des mots correspondant à ce qu'ils voient. Ce n'est pas la conséquence du chaos. C'est une manifestation de contrôle. Mehmed II s'avance pour le voir de ses propres yeux. Il ne détourne pas le regard. Il ne fait pas demi-tour avec son cheval. Il comprend immédiatement le message. Ceci n'est pas fait pour bloquer la route. On peut passer autour des pieux. La ville derrière eux est ouverte. Ceci est fait pour briser la détermination. Chaque homme qui fait un pas en avant doit passer parmi les morts, doit les sentir, doit s'imaginer à leur place, exposé, silencieux, effacé. Pour la première fois de toute la campagne, l'armée ottomane se sent observée et jugée. À l'intérieur de Targovishte, rien n'attend. Pas de défenseurs, pas de citoyens, pas de provisions. La ville a été vidée avec le même calcul que la campagne. La nourriture a été emportée, les entrepôts nettoyés, les rues sont silencieuses, les portes battent au vent. Il ne reste de la capitale qu'une coquille vide. Mehmed ordonne néanmoins son occupation. Des bannières sont levées, des unités prennent position, mais il n'y a pas de célébration. Il n'y a aucun sentiment de victoire. L'armée tient la capitale de la Valachie. Pourtant, rien ne semble terminé. Vlad n'a pas été capturé. Il ne s'est pas rendu. Il n'a offert aucune condition. Il a simplement disparu, laissant derrière lui la preuve de ce qu'il est prêt à faire et avec quelle patience il peut attendre. Cette nuit-là, à l'intérieur de la ville qui devrait sembler conquise, le silence règne dans le camp ottoman, un silence trop grand, et Mehmed comprend quelque chose que ses généraux ne disent pas tout haut. Une armée peut conquérir une ville, mais elle ne peut pas forcer un homme comme Vlad à se battre selon ses règles. La guerre a encore changé et le prix pour rester commence à augmenter. Tenir Targovishte ne met pas fin à la guerre. Mehmed II le sait. La ville est vide. Le paysage autour n'offre rien. Les provisions doivent être importées de très loin par des routes qui ne sont jamais sûres. Chaque nuit appartient toujours aux forêts. Chaque ombre semble toujours être observée. Un empire peut occuper un territoire. Il ne peut cependant pas occuper l'incertitude. Mehmed pèse soigneusement ses options. Rester plus longtemps signifie la faim, la maladie et un épuisement constant des forces. Pousser plus loin signifie trop étirer une armée déjà tendue par une campagne qui refuse de se comporter comme une guerre normale. Et Vlad est toujours en liberté. Il n'a pas été vaincu au combat. Il ne s'est pas rendu. Il n'a pas été forcé de négocier. Il reste quelque part hors de portée avec une population qui le craint autant que les Ottomans, et ne trahira donc aucun des deux camps facilement. Pour Mehmed, ce n'est pas un échec au sens habituel, mais ce n'est pas non plus une victoire.
Le but de la campagne n'était pas la simple conquête d'une ville. C'était l'élimination permanente d'un problème. Le remplacement de Vlad par un dirigeant qui obéirait, paierait le tribut et restaurerait la prévisibilité le long du Danube. Cela n'a pas été atteint. Mehmed prend donc des décisions que les empereurs annoncent rarement publiquement. Il se retire. L'armée laisse Targoviste derrière elle et se déplace à nouveau vers le sud à travers un pays qui n'offre toujours aucun réconfort. La campagne se termine non par une défaite, mais par l'épuisement et une leçon qui ne sera pas oubliée. Vlad ne les poursuit pas ouvertement. Il n'en a pas besoin. Son but n'a jamais été de détruire l'armée ottomane. C'était de rendre l'occupation insupportable. De prouver que la Valachie ne peut être tenue sans un prix bien supérieur à la valeur de ce territoire. En cela, il a réussi. Dans les mois et les années qui suivent, la position politique de Vlad s'affaiblit. Il se fait des ennemis. Il perd des alliés. Finalement, il ne tombe pas directement de la main des Ottomans, mais à cause des loyautés changeantes et de la réalité brutale du pouvoir régional. L'histoire ne le récompense pas par une fin paisible, mais elle se souvient de lui. Des nouvelles de cette campagne se répandent à travers l'Europe, non comme une histoire de conquête, mais comme une histoire de résistance poussée à l'extrême. D'un dirigeant qui a compris que la peur, une fois libérée, peut retenir même un empire, ne serait-ce que pour un temps. Pour certains, Vlad est devenu un monstre. Pour d'autres, un défenseur. Pour beaucoup, un avertissement. Et des siècles plus tard, son nom survit dans les mythes, déformé et simplifié, détaché de la terre et de la guerre qui l'ont façonné. Mais en 1462 à Targoviste, il n'y avait rien de mythique dans ce qui s'est passé. Il n'y avait qu'un petit pays, un dirigeant impitoyable et un empire forcé d'admettre que le pouvoir ne se déplace pas toujours en ligne droite. Parfois, il hésite, parfois il fait demi-tour et parfois il se souvient d'un chemin qu'il ne reprendra plus jamais de la même manière.